une heure, j'ai refusé de céder ma place. Je m'oubliais dans le mouvement mécanique de mes bras. Je traçais d'amples ellipses dans l'air, comme si je voulais attirer à moi une chose qui me résistait. Hugh maniait les rames en face de moi. Derrière lui, assise à la proue, les yeux dissimulés par la visière d'un chapeau de soleil, Emma étudiait une carte déployée sur ses genoux. De temps à autre, elle levait le nez pour scruter l'horizon, et le simple fait de voir son visage baigné de soleil me donnait un regain d'énergie. J'avais l'impression que je pourrais ramer indéfiniment. Mais soudain, Horace, qui pilotait la barque voisine, nous a demandé quelle distance nous séparait encore du continent. Emma a lorgné l'île en plissant les yeux. Puis elle s'est penchée sur sa carte et a évalué la distance en écartant les doigts. Finalement, elle a déclaré, hésitante, « 7 kilomètres !» Millard, qui était dans notre barque, lui a glissé quelques mots à l'oreille avant de faire pivoter la carte. Emma a froncé les sourcils, recommencé l'opération et rectifié. « En fait, non. Plutôt 8,5. » Je me suis senti faiblir. Et visiblement, je n'étais pas le seul. 8 kilomètres et demi. Ce trajet aurait pris 1 heure avec le ferry qui m'avait largué à Cairnholm, l'estomac en vrac, quelques semaines plus tôt. N'importe quel bateau à moteur aurait couvert cette distance en un rien de temps. Mais nous étions en 1940, et le ferry n'entamerait ses navettes entre l'île et le continent que 30 ans plus tard. Mes oncles, pourtant en piètre condition physique, couraient 10 kilomètres à pied certains week-ends pour des galas de charité. Quant à ma mère, elle se vantait de parcourir virtuellement la même distance pendant un cours de rameur, dans sa salle de gym branchée. Sauf que les appareils de musculation n'étaient pas chargés de passagers et de bagages. Pour couronner le tout, l'étendue d'eau que nous traversions était dangereuse, réputée pour ses naufrages. 8 kilomètres et demi de mer capricieuse, changeante, dont les fonds étaient encombrés d'épaves et d'ossements de marins. Sans oublier nos ennemis qui rôdaient quelque part dans les profondeurs. Ceux d'entre nous qui s'en inquiétaient pensaient que les estres étaient dans les parages, probablement dans le sous-marin allemand, et qu'ils attendaient leur heure. S'ils ne savaient pas encore que nous avions quitté l'île, ils ne tarderaient pas à le découvrir. Avec le mal qu'il s'était donné pour enlever Miss Peregrine, il n'allait sûrement pas renoncer au premier échec. Les vaisseaux de guerre qui progressaient lentement au loin, semblables à des mille-pattes, et les avions britanniques qui montaient la garde au-dessus de nos têtes, devaient dissuader les sous-marins de faire surface en plein jour. Mais dès la nuit tombée, nous deviendrions des proies faciles. Ils nous attaqueraient, captureraient Miss Peregrine et se débarrasseraient des autres. Aussi continuait-on à pagayer, dans l'espoir d'atteindre le continent avant la nuit. Nous avons ramé jusqu'à ce que nos bras douloureux et nos épaules meurtries refusent de nous obéir. Jusqu'à ce que la brise du matin retombe et que le soleil darde sur nous des rayons si brûlants qu'ils semblaient concentrés par une loupe. La sueur trempait nos cols. J'ai réalisé que personne n'avait songé à emporter d'eau douce, et aussi qu'en 1940, l'écran solaire n'existait pas. Pour se protéger des coups de soleil, on se mettait à l'ombre, voilà tout. Nous avons ramé jusqu'à ce que nos mains se couvrent d'ampoules. Ramé au-delà de l'épuisement, alors même que nous étions certains de ne plus pouvoir faire un geste. « Tu sues à grosses gouttes » m'a dit Emma. « Passe-moi les rames avant de fondre complètement. » Sa voix m'a arraché à mon état d'hébétude. J'ai sursauté et hoché la tête avec reconnaissance avant de lui céder ma place. Mais au bout de 20 minutes, j'ai voulu la récupérer. Je n'aimais pas les pensées qui venaient me hanter quand mon corps était au repos. J'imaginais mon père, se réveillant dans notre chambre d'hôtel de Cairnholm pour s'apercevoir que je lui avais faussé compagnie, découvrant la lettre troublante d'Emma, paniquant. Des souvenirs des événements terribles que j'avais vécus récemment me revenaient par flash. Un monstre me traînait dans ses mâchoires. Mon ex-psychiatre faisait une chute mortelle. Un homme enseveli dans un cercueil de glace, arraché momentanément à l'autre monde, me croassait quelques mots à l'oreille, la gorge déchiquetée. Alors, malgré mon épuisement, mes mains écorchées, ma colonne vertébrale douloureuse, j'ai recommencé à ramer. J'ai essayé de me vider la tête, de ne penser à rien. J'avais une étrange impression de dédoublement, comme si j'étais à la fois un forçat condamné aux galères
et un naufrage. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.